Bonjour et bienvenue à l'émission Choisie. Merci pour vos commentaires, vos remarques, vos réflexions. La semaine dernière, nous avions donc eu une émission sur le végétal qui montrait comment l'homme, l'humanité entière, est impliquée, est en lien avec la nature et comment le végétal qui nous entoure, dans la campagne, même dans nos maisons où nous avons des plantes, eh bien, est important car il nous humanise. Alors justement, sur cette question de l'humanisation, vous savez qui est le fil conducteur de cette saison à Choisie, eh bien, sur cette question de l'humanisation, nous recevons aujourd'hui Madame Aline Desrochers qui va nous parler de la popote. La popote est une institution à Amos qui a pour but de donner, d'apporter de la nourriture à certaines personnes. Bonjour, Madame Desrochers. Bonjour. Alors, bienvenue à l'émission Choisie. Merci. Alors, pourquoi apporter de la nourriture à des personnes? Et à qui vous apportez à manger? C'est un projet qui a été élaboré ici à Amos en 1984. Et puis l'organisme avait pour mandat de livrer des repas chauds aux personnes âgées, handicapées, malades ou en perte d'autonomie, ou encore en convalescence, pour que ces personnes-là demeurent dans leur milieu familial. C'était très, très important au lieu que ces personnes soient envoyées soit dans des foyers privés ou même foyers publics. D'accord. Pourquoi justement ne pas se dire, bah, tiens, finalement, ça coûterait moins cher, on les envoie tous dans un endroit. Vous savez que ça se fait beaucoup actuellement, hein, on essaye de parquer les personnes âgées, et puis comme ça nous évite de voir aussi la mort. Alors pourquoi ce désir de garder les personnes chez elles? Bien, ces personnes qui ont vécu toute une vie dans la même maison, ils ont quand même des liens très forts qui les retient. Ils ont des enfants. Le plus souvent aussi, le conjoint vit encore. Et naturellement, le conjoint qui est à peu près du même âge que son épouse ou vice-versa, mais sont peut-être un petit peu en difficulté pour réaliser, pour papoter. Et une fois par jour, soit à l'heure du midi, bien, la popote roulante va leur livrer un repas chaud. D'accord, ce qui leur permet effectivement donc de rester chez eux et puis de manger parce que on pourrait rester chez soi, mais cuisiner c'est compliqué, c'est ça? C'est ça, de rester chez eux, puis en même temps de partager avec le conjoint. Il y a quand même une conversation. D'accord. Autrement, s'ils étaient séparés dans des foyers privés, foyers publics, eh bien, chacun mangerait de son petit coin. Et après, bonjour, bonjour. Donc il y a une importance, ce que j'entends, c'est effectivement l'importance de pouvoir rester chez soi, qui veut dire, contrairement à ce que beaucoup pensent, ben, le fait d'être chez soi, peut-être qu'effectivement les enfants viennent plus facilement, alors que si on les met à l'hospice, si on les met dans des maisons de retraite, à ce moment-là, les enfants viennent quasiment plus, hein. On sait que la visite des enfants, c'est plus rare, c'est plus compliqué. Oui, justement, qu'est-ce qui arrive? On se trouve à couper les générations. Quand les grands-parents ou les parents sont placés dans un foyer. Et en demeurant dans leur maison, les enfants vont les visiter. Puis vu que les repas sont livrés seulement du lundi au vendredi, donc la fin de semaine, les enfants sont disponibles pour aller rencontrer leurs parents, papoter ensemble, parce que même si la personne âgée n'a peut-être pas le goût de faire de la nourriture, bien, sa fille ou la belle-fille va lui aider. Il se fait quand même un échange entre générations. D'accord. C'est qui est une grande richesse. Ben évidemment, parce qu'il y a une histoire et cette histoire est transmise. Il n'y a pas cette transmission orale. Si je ne raconte pas à mes petits-enfants que moi j'ai vécu, l'histoire se perd. C'est ça. Il y a bien de bonnes recettes qui se perdent parce que les grands-mamans ont conservé leurs recettes
durant toute leur vie. Et c'est remis à la génération suivante. Des recettes culinaires hein, justement pour bien manger. Est-ce que c'est important justement de bien manger quand on voit beaucoup de personnes d'un certain âge ou handicapées ou qui disent ben, moi j'ai pas d'appétit, j'aime pas manger, etc. Est-ce que c'est important de bien manger? Oui, de bien manger, d'avoir un repas équilibré. Comme la popote roulante, pardon, la popote roulante prépare un cabaret. La nourriture, c'est un cabaret chaud. Il y a quand même une bonne soupe aux légumes, un mets principal qui varie d'une journée à l'autre et un bon dessert. Le dessert, naturellement, il est prévu pour la personne. Les cabarets sont identifiés parce qu'une personne qui souffre de diabète, supposons, ne peut pas consommer un dessert trop sucré. Donc, ces repas sont préparés par les employés du centre d'hébergement Arikana et c'est quand même en fonction de la santé de chaque client, chaque cliente. D'accord, donc il y a un vrai partenariat hein, avec c'est le service public, hein, je pense, la société Arikana? C'est le foyer, c'est le foyer Arikana, le SCLLC. D'accord. Donc c'est le service public, ça, Oui, c'est public, c'est gouvernemental. c'est gouvernemental. Hein, Oui. Donc, ils ont des diététiciennes qui assurent de présenter des repas très équilibrés. D'accord. Et qui permettent donc à chacun de pouvoir profiter de la vie vraiment. Oui. Et à ce moment-là, le repas n'est plus un obstacle parce que souvent, ben, et puis ça fait une visite aussi, hein, quand quelqu'un vient amener le plateau, ça fait une visite. Souvent, les gens qui restent, qui ont un certain âge, ben, ils ne peuvent pas rester parce que justement, ils ne peuvent pas faire leurs courses, ils ne peuvent pas. Voilà. Alors que là, de ce que j'entends, le fait d'amener un plateau, hein, si c'est livré, ben, Oui. il y a effectivement une... Justement, comme on demande au livreur qu'il soit attentif à sa cliente, à son client, pour offrir un service de qualité. Donc, c'est pour ça que vous avez ici le logo de la popote. D'accord, alors on va l'afficher. Oui. Bon. Le logo, si vous regardez bien, vous avez le couvert et le napperon est formé d'un cœur et d'un soleil. Donc, le cœur signifie l'amitié, tandis que le soleil, qui symbolise la lumière, qui symbolise l'accueil. Donc, on considère que le bénévole qui apporte le repas, bien, représente quand même une amitié soutenue par des rayons de soleil, par des rayons d'accueil, par un sourire. Et apparemment, certains bénévoles nous disent que quand ils frappent, que la personne est toute joyeuse de recevoir, non pas le cabaret, mais de recevoir son livreur. De recevoir une visite. De recevoir une visite. Oui, oui, oui. Et puis, naturellement, c'est un petit peu pressé parce qu'ils ont peut-être une vingtaine de cabarets à distribuer, mais ils prennent le temps de saluer, de s'informer. Et quand la personne veut jaser, bien, il y a un échange. D'accord. Un échange court, mais un échange quand même. Oui, oui, oui. Et puis, comme ça, on voit la personne, on voit si elle est en bon état, j'allais dire en bon état, en bonne santé, justement. Exactement, oui. Si elle a besoin de quelque chose, etc. On voit qu'il y a toute une recherche d'humanisation. Hein. Vous parlez de l'amitié, vous parlez donc, ce n'est pas seulement se nourrir, on voit qu'il y a une dimension supplémentaire. Oui, oui, une dimension très, très humaine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette dimension humaine, justement? Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? La dimension humaine, c'est-à-dire que nos deux livreurs ont quand même, sans avoir suivi peut-être une formation, mais ils savent qu'est-ce qu'ils doivent respecter, qu'est-ce qu'ils doivent, comment ils doivent se présenter
auprès des personnes. Comment les parents sont abandonnés par les enfants. Oui, comment ça se fait que, que la popote existe? Autrefois, la popote n'aurait pas besoin Non. d'exister. Mais Avant qu'est-ce les années 80, pas besoin. mais qu'est-ce qui arrive? D'abord, la population est vieillissante. Ici, à Amos, euh, il y a, euh, il y a 50 ans, il n'y avait pas des personnes de 70 ans et 80. Aujourd'hui, il y en a. Ensuite, depuis quelques années, les jeunes parents travaillent tous les deux. Donc, les grands-parents, sans être abandonnés, bien, ils vivent seuls. Et oui, autrefois, on vivait tous sous le même toit. Oui, Moi, je me souviens, pas excessivement vieux, mais mon grand-père a vécu des années à la maison. Aujourd'hui, il y a combien de familles où les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, parfois même les arrière-petits-enfants, pourraient vivre sur le même toit oui. et finalement ne vivent pas sous le même toit? Non, ça s'est produit aussi chez mes parents. Moi, mes parents, maman a gardé son père et sa mère jusqu'à leur mort. Mais c'est ça, mais aujourd'hui, plus maintenant. Non, mais de toute façon, les maisons ne sont pas fonctionnelles pour garder tant de monde dans la même maison. Et ensuite, comme je vous le disais précédemment, c'est le travail des jeunes parents. Est-ce que finalement, le travail n'a pas tué notre société? Justement, durant la guerre 39-45, quand la guerre s'est déclarée, là, les jeunes filles ont commencé à aller travailler à l'extérieur. Et ça m'avait frappé. Moi, j'étais jeune, j'avais lu un article. Et là, on disait que c'était la destruction de la famille. C'était la destruction même de la société parce que tout le monde allait courir au travail, allait courir par l'argent. Et peu à peu, bien. Parce que oui, vous dites, euh, les maisons ne sont pas fonctionnelles pour ça. Non, Mais autrefois, il y avait combien d'enfants dans une maison? non, on se tassait. On se tassait. Oui. Je veux dire, les maisons n'étaient pas plus fonctionnelles. J'allais dire même, elles étaient même moins fonctionnelles qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se paye des maisons là qui valent des fortunes. Oui. Et puis on est quoi, 4 dans la maison? Oui, mais il leur faut le bureau, il leur faut. Non, non, mais vous C'est voyez, ça. les maisons sont tout aussi fonctionnelles. C'est que dans la tête, le système de pensée fait qu'effectivement, on a besoin d'accumuler pour soi et non plus pour la famille. Est-ce que vous parliez de destruction justement dans avec la Seconde Guerre mondiale, hein, destruction de la famille? Oui. Mais actuellement, on vise le confort. On bâtit une maison, tout est prévu. Tandis que moi, si je pense à la maison de mes parents, moi j'étais élevée en campagne, et puis les chambres n'étaient pas grandes. Même, il y avait certaines chambres qui étaient séparées par un rideau. La chambre des garçons, c'était des rideaux, simplement. C'était vaste. Oui. Un peu. Et On on vivait. était heureux quand même. Et il y avait beaucoup moins de suicides. Ben, il n'y avait pas. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, en particulier au Québec, le Québec bat le record mondial du suicide. Hein, le Québec avec, je crois, on a été battu une fois par la Suède, il me semble, où le taux de suicide a été plus fort qu'au Québec, une fois. Je ne suis plus sûr que ce soit la Suède ou la Norvège, enfin un pays scandinave. Mais le Québec, c'est le pays où il y a le plus de suicides dans le monde. Ben, ça fait réfléchir. Naturellement. Donc on voit peut-être, est-ce que cette structure justement de déstructuration de la famille, cette recherche d'abat du gain pour soi. Parce que si on retourne dans le passé, combien de familles qui ont adopté un neveu, une nièce, et que les parents décédaient ou pour une raison quelconque, qu'ils ne pouvaient pas en prendre soin, mais l'enfant se ramassait
chez son oncle, chez sa tante. Puis ça posait personne de problème, puis Non, l'enfant était élevé comme... comme c'était faisait partie de la famille. C'est ça? Mais aujourd'hui, c'est impensable. Non, parce que tout de suite, les services sociaux vont s'y Oh, mettre. oui. Est-ce que finalement, l'État, là c'est une question très vaste, hein, mais est-ce que l'État ne se serait pas substitué à la famille et du coup accaparer la famille? Parce que même la popote, vous voyez, la popote était un service, j'allais dire, familial. Mhm. C'était la famille moi je me souviens, on allait porter, avant que mes grands-parents ou mon grand-père viennent vivre à la maison, on allait porter, moi chez mes grands-parents, on allait porter justement de quoi manger. Mhm. Justement. Oui, peut-être, ouais, justement, euh, la société, peut-être sans le réaliser, euh, contrôle la famille, je pense, au petit déjeuner. Sont servis aux écoliers. Vous connaissez les petits déjeuners? Non. Non? Les élèves, au lieu de déjeuner à la maison, moyennant un certain montant, je ne sais pas combien, mais dans des salles communes, on leur sert le déjeuner. Ah oui, donc on voit de plus en plus. Et c'est important parce que le repas est le lieu familial par excellence. Oui. C'est là où on peut échanger, le papa, la maman, les enfants peuvent parler pour Mhm. se retrouver justement ensemble autour d'un repas. Certaines religions, dont la religion chrétienne, hein, tout est tourné autour du repas, hein, puisque c'est autour du repas que se fonde la religion chrétienne. Hein. Jésus institue les choses Mhm. autour d'un repas. Ouais. Il y a dans l'islam aussi, le repas est très important. Dans le judaïsme, le code alimentaire est extrêmement fort, hein, puisque il ne faut pas que la viande soit mélangée avec le lait. Hein. Il y a Non. même comment on dit, des ustensiles, des couverts différents. Hein. On n'utilise pas les mêmes casseroles pour la viande et pour le lait. Donc on voit comment dans nos religions connues, les religions monothéistes, le repas est important. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est la destruction du repas, en fait. Oui, parce que le déjeuner est offert pour les enfants dont les familles à faible revenu. Mais par contre, il y a quand même des enfants qui ont réussi à s'infiltrer, ce qui permet soit à la maman de partir plus tôt pour le travail ou encore de prolonger ses heures de sommeil. Je sais que l'ancienne présidente de la popote roulante était contre cette formule-là, des petits déjeuners. Oui, oui, oui. On comprend pourquoi. C'est Oui. que on voit bien une régression, c'est-à-dire que la cellule familiale, qui a été la cellule de base de la société, est petit à petit détruite parce qu'on lui retire en fait des éléments structurants. Mhm. C'est fou ça. Ah, c'est malheureux. On pourrait presque dire, quelle société on veut vraiment. Vous voyez, quelle société, par le repas, on souhaite. C'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont je vais choisir de m'alimenter, je vais faire partie de telle ou telle société. Non. Ben, je me dis que quand même, les années avancent, les techniques se raffinent, mais par contre, la famille est de plus en plus disloquée. Les enfants, d'abord, il y a le problème des études. Ici, en Abitibi, si l'enfant veut étudier, il doit aller à l'extérieur. C'est déjà un premier départ. C'est fou. Parce qu'on voit l'Abitibi, j'allais dire, quand vous êtes arrivé ici en Abitibi, vous êtes né ici? Moi, je suis née à Amos. Je suis née à Amos, j'ai grandi à Amos. Et puis, Donc, vous êtes de la première génération de... Non,
Non, c'est mon père. D'accord, Mon père m'est arrivé en 1914. d'accord. Et puis ma mère en 1915. Mais donc la première génération native. Oui, ben oui. Oui. Première génération native. Mhm. Mais c'est fou quand vous voyez, justement, quand vous êtes né ici, et quand vous voyez comment ça se passe maintenant, ben, c'est le jour et la nuit. Il n'y avait pas besoin. Vous voyez, je suis sûr qu'à cette époque-là, très peu d'entre vous n'exprimaient le sentiment d'avoir besoin de courir à droite, à gauche pour capitaliser. Ah non. Non, mais t'es pas. On s'assurait de manger 3 fois par jour, et puis on était une famille nombreuse. Il n'y avait jamais de remise en question. Tout le monde était heureux. Ah, Mais à un moment donné, bien, la plupart sont partis à l'extérieur. Finalement, moi, je suis toute seule ici à Amos. Mes frères et sœurs sont. Ben, la plupart sont décédés. J'étais une des dernières de la famille, donc. oui. Mais quand même. Quand même, quand je me rappelle de ma jeunesse, c'était une période de vie très, très heureuse. Il y avait quand même une fraternité entre frères et sœurs, entre mes parents. C'était toujours autour de la table. On avait chacun sa place. Et là, on racontait notre journée. Parce que quelque part, justement, avec la popote, vous essayez de retrouver. C'est-à-dire que vous essayez de refaire une table avec la popote. Avec la popote, oui. Pour que les gens puissent se retrouver ensemble, justement, même si les conditions économiques, politiques, sociales, etc., sont différentes et difficiles aujourd'hui, c'est un moyen d'humaniser. C'est ça, parce qu'il faut pas quand même bouder le progrès. Mais Non, sans bouder le non, progrès, mais est-ce que c'est un progrès ou une destruction? C'est ça la question. oui, Est-ce que si le progrès nous rend malheureux, est-ce que c'est un progrès? oui, il y a ça. C'est réfléchir. C'est ça. On va reposer une question Oui, à propos de ce qu'on vient de dire là. Justement, est-ce que quelle question vous verriez là? en lien avec la popote roulante Avec tout ce qu'on vient de dire. ou avec la société. Euh, Actuellement, il y a beaucoup de maisons qui sont proposées, des maisons intergénérationnelles. Donc, ça permet aux grands-parents de vivre, ils ont leurs pièces, mais un ou deux enfants demeurent non loin d'eux. Donc, c'est quand même une continuité de la famille. Ça, ce serait un projet intéressant. Oui. Moi, j'ai gardé ma mère durant 2 ans et demi. Et naturellement, j'avais travaillé, donc je me suis mariée, j'ai continué à travailler. Et quand elle est revenue chez moi, bien, il y a eu quand même tout un retour de sa vie d'enfance. Elle m'a tout raconté, sa vie d'enfance. Et puis, j'aimais bien ma mère, mais j'ai quand même j'ai quand même fait une découverte que ma mère était une personne très dévouée, qui était généreuse, qui n'avait jamais compté ses heures, était l'aînée de la famille. Donc, elle n'avait jamais compté ses heures de dévouement pour ses frères et sœurs, parce que sa mère était toujours malade. Donc, j'ai vraiment découvert, moi, une autre facette de ma mère durant ces 2 ans et demi-là. Qui était la fin de sa vie. Oui, elle est morte. C'est là où on voit qu'on découvre finalement les gens vraiment à la fin de leur vie. Oui, Et je pense que c'est un bonheur auquel beaucoup d'entre nous passent à côté, parce qu'on met nos vieux, entre guillemets, on les met dans des maisons à part, et puis on oublie qu'à la fin de la vie, ben, on fait une relecture de vie, qu'on le veuille ou non. Et oui, moi, je suis toujours bluffé d'entendre des personnes raconter justement leur histoire, et l'histoire qu'ils ont vécue il y a de ça 40 ans, 80 ans, 70 ans.
enfin vraiment, vraiment leur histoire d'enfance. Oui, puis, J'allais dire, dans certains cas, 100 ans. On sait qu'il y a quelques oui. centenaires maintenant. Et puis, c'est rempli d'une sensibilité qu'on n'avait pas remarquée durant leur vie de travail. Exactement, puis dans des rapports différents, hein, parce Oui, que vous parliez l'exemple de votre mère. Ben, votre mère, elle était votre mère et vous, la fille. Donc, il y avait un rapport, je dirais pas hiérarchique, mais un rapport quand même de mère à fille. Et puis, dans les derniers temps, ben, le rapport est inversé. Il y a un rapport d'intimité beaucoup oui. plus. Il y a un rapport de proximité. En disant, ben voilà, maintenant, je suis presque l'enfant, entre guillemets, et toi, c'est toi l'autorité. Oui, c'est ça que je disais. Je disais, je suis rendue la mère de ma mère. C'est exactement ça. Oui. Et puis, je regrette pas du tout d'avoir de l'avoir gardé parce que quand même, sans m'imposer des sacrifices, il y a certaines sorties qu'il a fallu que j'annule parce que elle était à la maison et surtout les derniers mois, bien, j'étais un petit peu inquiète. D'ailleurs, quand je partais, elle s'ennuyait. Oui, Un petit peu comme un enfant. ben, c'est ça. On va terminer donc par une question assez simple, justement. Oui. Est-ce que, moi j'ai envie de poser la question, est-ce que nos repas nous humanisent? Est-ce que nos repas nous permettent d'être plus humains, de mieux découvrir notre famille, de mieux... Est-ce que ça vous va comme question? Oui. Sûrement parce que, comme au repas, on arrive avec des recettes que nos enfants aiment. Donc, les enfants, ça permet de s'exprimer. Ils se sentent aimés de la part des parents. On se donne la peine de préparer un repas qui réponde à leurs attentes. Et puis ça permet aussi de développer le goût. On n'a Oui. pas parlé du tout de cet aspect-là, mais de développer le goût. Si je mange toujours des burgers avec des frites, eh bien, est-ce que mon goût sera aussi développé que si je mange des asperges, Justement. des D'apporter carottes, et des épinards, etc. Des variétés d'apporter une variété de légumes. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission choisie sur la popote. Merci Madame Desrochers. Bienvenue. Donc on vous laisse avec cette question. Est-ce que vous préférez vivre avec une société, j'allais dire, monogoût, avec un seul menu, ou alors choisir au contraire une variété de goûts, une variété de menus, et de mieux découvrir ceux qui vous entourent, de mieux découvrir votre famille. Merci, à la semaine prochaine.